Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Yeuz Radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui en direct du Piment, la salle de spectacle de Mortagne-sur-Sèvre, pour un rendez-vous original autour de la lecture à voix haute. Cette émission s'inscrit dans le cadre du concours national organisé par la Grande Librairie, l'émission phare de la chaîne France 5, et de son animateur vedette François Bunuel. Alors, il s'agit aujourd'hui d'une étape de sélection, étape initiée par le collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre. Ce concours aurait dû se dérouler à la bibliothèque Le Marque-Page en présence des élèves de 4e et d'un public que l'on imagine nombreux, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Alors, pour ne pas tout annuler, encore une fois, le service culturel de la ville de Mortagne, la bibliothèque, le collège Olivier Messiaen et Yeuz Radio se sont associés pour vous proposer une alternative amusante. À l'origine de ce projet, on retrouve des enseignants du collège, dont Madame Rosé, la documentaliste, et Madame Puot, professeure de français. Alors, s'il vous plaît, Madame Puot, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le principe de ce concours à voix haute? Bonjour. En novembre 2020, Madame Rosé, la documentaliste du collège Olivier Messiaen, et moi-même avons souhaité inscrire pour la 2e année consécutive 2 classes de 4e au concours de lecture à voix haute. Les modalités du concours sont assez simples. Choisir, au sein de chaque classe, l'élève qui saura le mieux faire vivre un texte lu à voix haute, filmer sa prestation et envoyer cet enregistrement pour une première sélection nationale. Il ne s'agit ni d'une récitation, ni d'une théâtralisation, mais bien d'une lecture pendant laquelle le lecteur saura captiver son auditoire, le plonger quelques minutes durant dans l'univers de la fiction. Les 57 élèves se sont entraînés, suivant attentivement les conseils de Madame Lérin, et une première sélection au sein de chaque classe a eu lieu. 4 élèves, dans chacune des 2 quatrièmes, ont ainsi su émouvoir leurs camarades. Aujourd'hui, c'est à un public plus large qu'ils vont s'en remettre pour choisir la lectrice, le lecteur de chaque classe qui aura su séduire les auditeurs de Yeuz Radio et qui poursuivra l'aventure de ce concours. Très bien, je vous remercie et je vous confirme que sont bien installés à côté de moi sur scène 8 collégiens et collégiennes remarquablement attentifs et silencieux. J'imagine que ça doit être comme ça tous les jours dans les classes. Alors, peut-être, histoire de délier un petit peu les jambes et les langues, pour qu'il n'y ait pas trop de pression non plus, pourrions-nous écouter peut-être les élèves de la classe de 4e D se présenter en toute simplicité, vous dire voilà, votre nom, le titre du texte que vous allez lire tout à l'heure. Alors, nous commençons par... Bonjour, je m'appelle Maëlle et je vais vous lire tout à l'heure un extrait de Schulkes Les Trois Coups. Merci, Maëlle. Bonjour, je m'appelle Tom et je vous présenterai tout à l'heure un extrait du livre Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Merci, Tom. Bonjour, je m'appelle Maë. Je vais vous lire un extrait de Clé de Babel. L'auteur, c'est Karina Rosenfeld. Très bien, merci, Maë. Bonjour, je m'appelle Laura et tout à l'heure, je vais vous lire un extrait du Passe-Miroir. Très bien, merci, Laura. À tout à l'heure, donc. Mais avant de passer au concours proprement dit, je vais maintenant laisser la parole à Mélina Lerin, la responsable de la bibliothèque, qui devait accueillir le concours le 24 janvier dernier à la bibliothèque. Bien évidemment, ce rendez-vous en public n'a pas eu lieu, mais malgré tout, Mélina, pourriez-vous nous dévoiler quel était le programme prévu ce 24 janvier ? Oui, bien sûr, bonjour. Le 24 janvier, nous devions faire la nuit de la lecture à la bibliothèque. C'est la 3e année que la bibliothèque de Mortagne participe à cet événement national. Donc pour nous, la nuit de la lecture, c'est une façon conviviale de promouvoir la lecture auprès de nos usagers. Alors on y invite des professionnels, soit un auteur ou un artiste, ça dépend.
L'année dernière, on avait accueilli Monsieur Robichon, photographe amateur, qui venait de publier un livre de nouvelles sur la photographie. Cette année, nous devions accueillir Monsieur Martial Limousin, qui est un auteur vendéen d'ouvrages sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les conditions sanitaires actuelles, nous n'avons pas pu maintenir cette soirée. Mais oui, bien sûr. Alors, la nuit de la lecture, c'est aussi pour nous à la bibliothèque l'occasion de mettre à l'honneur les plus jeunes, car nous avons une collaboration avec le collège depuis plusieurs années. On travaille en partenariat sur des projets d'écriture ou de mise en voix, comme l'a dit tout à l'heure Madame Puot. Donc c'est la deuxième année que nous invitons les élèves lors de la nuit de la lecture pour qu'ils puissent lire devant un public et qu'on en sélectionne 2 qui puissent intégrer le concours après, et si on lisait à voix haute de l'émission La Grande Librairie. Alors l'an passé, le vote, il s'était fait avec des personnes du public qui attribuaient des notes aux élèves au fur et à mesure de leur lecture. Oui, alors ça c'était l'an dernier, mais donc aujourd'hui, cette année, il n'y a pas de public. Alors comment les auditeurs vont-ils pouvoir voter ? Alors oui, cette année, on a dû imaginer une autre formule. Alors c'est vrai que la web radio, ça se prêtait tout à fait à cet exercice de mise en voix. Donc toutes les personnes qui nous écoutent pourront voter pour le lecteur ou la lectrice de leur choix en cliquant sur le lien qu'ils trouveront soit sur la page de la mairie, la page Facebook, le site du collège également, ou alors le site de Yeuz Radio. Il y aura un lien qui fera s'afficher les différents noms des élèves que vous allez pouvoir entendre, et vous aurez juste à cocher l'élève que vous semblez le plus à même d'aller jusqu'au bout, d'aller un petit peu plus loin dans cette aventure. Donc il y aura un élève pour chaque classe à cocher, donc vous pourrez cocher 2 noms en tout. Et puis en parallèle, nous avons aussi établi un jury qui, lui, votera via une grille de lecture. Donc nous avons établi une grille de lecture en concertation avec Madame Puot et Madame Rosé. Et nous cumulerons l'ensemble des votes, c'est-à-dire les votes du jury et les votes du public, afin d'être le plus juste possible pour déterminer nos 2 finalistes. Donc vous aurez jusqu'à demain, minuit, pour voter. Donc jeudi 28 janvier minuit pour voter. Voilà. On ne vote qu'une seule fois. Une seule fois, oui. On essaye de respecter cette règle assez basique, assez simple. Bien, écoutez, tout me paraît très clair. Donc on rappelle, parce que là les gens se disent, mais attendez, je n'ai pas bien compris, le concours va commencer, où est-ce qu'il faut que je me rende ? Alors donc soit sur la page internet de la ville de Mortagne, oui, soit sur le site de Yeuz Radio. Oui. Vous me dites si oui. j'ai bien intégré les choses. Et il reste encore sur le site du collège également. Le site du collège, bien évidemment. Les parents d'élèves peuvent se rendre sur le site du collège. Voilà. Donc à partir de maintenant et jusqu'au 28 janvier minuit. Bien, écoutez, il est grand temps de laisser la parole aux lecteurs et aux lectrices de la classe de 4e A. Nous allons faire connaissance maintenant avec Aude, qui va se présenter en quelques mots et nous dire aussi quelques mots éventuellement sur l'extrait qu'elle a choisi de nous lire et de nous lire, à proprement parler, le texte retenu. Voilà, on t'écoute, Aude. Bonjour, je m'appelle Aude et je vais vous lire un extrait de Good Girl of Bad Boy écrit par Alana Scott. Tout en lui me troublait. Ses cheveux courts et sombres, coiffés de façon sexy. Son visage ovale, aux traits durs, et son nez droit. Son regard envoûtant, dont je ne parvenais pas à me détacher. Son t-shirt noir, moulant, laissant transparaître les muscles de ses biceps. Et même le tatouage qu'il avait à l'épaule droite. D'ailleurs, que représentait-il ? Tout en lui me troublait et me fascinait à la fois. Qui était-il ? Je ne vais pas te frapper, dit-il doucement. Je secouai la tête. Comment pouvais-je le croire après ce que son ami m'avait fait ? Pourtant, après avoir entendu ces mots, je n'eus aucune réaction lorsqu'il s'arrêta à quelques centimètres de moi. « Tu n'as rien de grave, remarqua-t-il en penchant la tête vers mon visage. Il grimaça légèrement, et même ce rictus était séduisant chez lui. Mais à quoi je pensais sérieusement ? Ces mecs étaient complètement fous. C'étaient des psychopathes, des schizophrènes, qui avaient voulu me tabasser, et moi, j'étais en pleine admiration devant l'un d'entre eux. « Reprends-toi, Élodie, reprends-toi. » Il leva sa main et la porta à ma bouche. Heureusement,
J'eus le réflexe de détourner la tête au dernier moment. « Qu'est-ce que tu fais » murmurai-je en passant nerveusement une main dans mes cheveux. Ses yeux quittèrent mes lèvres, puis il croisa à nouveau mon regard. « Désolé, soupira-t-il avant de faire demi-tour pour rejoindre ses deux amis, comme si de rien n'était. Il valait mieux pour moi ne pas m'attarder ici. Je tournai les talons et partis en direction des toilettes. Merci, Aude, pour cette première lecture. Maintenant, je laisse la parole à Mexan. Bonjour, je m'appelle Mexan. Je vais vous lire un extrait du livre Le Regagnant de Hubert Ben Kimoun. Marie-Marguerite était une vieille haïtienne qui travaillait ici depuis toujours. Elle n'avait jamais réussi à se faire au vouvoiement. Tout le monde, depuis le temps, s'était habitué à ses manières directes. Bonjour Mamar, le sommeil ne voulait pas de moi, alors je n'ai pas insisté pour me battre avec lui. La femme de ménage arrêta le moteur de son engin. Elle fixa Trumel d'une étrange façon. Ce n'est pas avec le sommeil que tu t'es battu, monsieur Jean. Il y a l'ombre sur ton visage, dit-elle avec un sérieux qui ne lui connaissait pas. L'ombre? L'ombre de quoi? demanda Trumel, en jetant un œil dans le reflet d'un cadre du couloir. Peut-être s'était-il sali avec l'encre du journal, au café, ou autre chose. Oh, ne cherche pas comme ça, tu ne le verras pas dans une glace. Je te parle de l'ombre de la mort, monsieur Jean. Qu'est-ce que tu racontes? À nouveau Trumel se sentit transpirer. Elle veille noire ne lui quitta plus des yeux. Elle, qui d'habitude ne manquait jamais une occasion pour plaisanter, avait l'air si grave. Tes yeux ont perdu l'éclat, monsieur Jean. Mais je t'assure que je vais bien, Mamar. Je t'assure. Je n'ai presque pas dormi. C'est tout. Non, non, ce n'est pas le manque de sommeil qui a volé le feu de tes yeux. Tu as l'ombre. Elle t'enveloppe. Chez moi, là-bas, on sait lire ces signes. C'est comme si tu avais fait un mauvais rêve. Sauf que, c'est ça. Allez, termine ton ménage, vieille sorcière. Coupa net Trumel, c'est le ton de la plaisanterie. Il pénétra aussitôt dans son bureau, et entendit parfaitement la vieille Mamar terminer sa phrase en marmonnant. Sauf que, tu sais déjà que ce n'est pas un rêve, monsieur Jean. Merci, Mexan. Et je te souhaite, tout comme le titre de l'ouvrage, d'être toi aussi l'heureux gagnant. Maintenant, nous accueillons Valentin. Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais vous lire un extrait de l'Iliade de Homère qui se situe plutôt vers la fin du livre. Là-haut, sur les remparts de Troie, Hécube, sa mère, a tout vu. La mort de son enfant et son corps mutilé. Elle hurle de douleur en voyant son fils traîné par les chevaux d'Achille. Priam, son père, gémit. Et tous les Troyens pleurent devant tant d'horreur et de barbarie. On tente de retenir le roi, anéanti par la souffrance. Allons, laissez-moi sortir, seul de la ville, pour aller supplier ce fou d'orgueil, ce forcené qui a déjà tué plusieurs de mes enfants. Est-ce qu'il n'y aurait ni pitié ni respect pour mon grand âge? Il a un père lui aussi, du même âge que moi. Hector, mon fils chéri, pourquoi n'es-tu pas mort dans mes bras? Nous aurions pu, ta pauvre mère et moi, te pleurer ensemble. Mon enfant, comment pourrais-je vivre après t'avoir perdu? Nuit et jour, tu faisais mon orgueil dans la ville. Tu étais la force de Troie, sanglote Hécube désespérée. Andromaque, la femme d'Hector, ne sait pas encore qu'il est mort. Aucun messager ne l'a averti que son mari n'était pas rentré dans Troie, derrière les hautes portes de la ville. Mais elle entend les cris, les gémissements qui viennent des remparts. Son cœur, soudain, se serre. Elle est prise de vertige. Elle se précipite sur les remparts, là où la foule se presse, et debout sur le mur, elle regarde partout pour apercevoir ce qui se passe. Horreur! Le souffle soudain lui manque. Elle pâlit car elle voit le corps nu de celui qu'elle aime, traîné dans la poussière derrière le char d'Achille, comme s'il n'était qu'une chose. Elle voit le sang qui coule de ses plaies. Elle s'évanouit et s'écroule. Sa tête heurte le sol et son voile si léger se défait, laissant échapper ses cheveux. Aussitôt, ses belles sœurs accourent pour la soutenir, mais elle voudrait mourir. Merci, Valentin. Alors, tu nous lisais un extrait. Il est difficile d'ailleurs de lire tout l'Iliade et encore plus tout l'Iliade de l'Odyssée, mais un extrait de l'Iliade d'Homère.
Alors je redis ça aussi pour les auditeurs qui suivent avec leur questionnaire. Ils ont devant les yeux le prénom et le titre du livre. Et maintenant, dernier lecteur pour la classe de 4e A, Niels. Alors bonjour, je m'appelle Niels et je vais vous lire un extrait de Le Manoir de Evelyne Brizou-Pellen. C'est un extrait qui se situe au milieu du livre et c'est un livre qui parle de science-fiction. Les malades se massaient au bas des marches, de plus en plus nombreux. Certains lorgnant sur moi, d'autres sur le haut de l'escalier, comme s'ils pensaient à la porte ouverte et à la liberté. C'est alors qu'une voix forte aboya. « Laissez-le !» Le soulagement me saisit. L'homme qui avait parlé fendait la foule, menaçant tout le monde avec un sabre courbe dont la garde, en forme de pieuvre, lui enveloppait les mains de ses tentacules. Il portait un petit bouc à la mousquetaire, une fine moustache taillée en pointe et des cheveux raides mi-longs séparés par une raie au milieu. L'expression de son visage ne me rassura pas du tout. On y lisait la cruauté et la fourberie. Je remontais encore d'une marche, sans oser me retourner pour m'échapper. J'avais l'intime conviction que, si je quittais un instant ces fous des yeux, j'étais mort. L'homme du fourneau lâcha d'un ton de colère. « Sale chien! Vous profitez qu'on m'a pris mon épée !» J'en déduis que l'autre faisait partie d'un genre de service d'ordre. Malgré son allure effrayante, c'était une chance. Je réussis à grimper une nouvelle marche, mais il beugla. « Arrête-toi !» Je me pétrifiais. C'est là que je saisis ce qui m'avait gêné chez ces gens. Leur aspect, vaporeux. Puis il me vint un autre mot, fantomatique. J'en eus la bouche desséchée. L'homme au sabre finit. « Il est à moi !» Il me fixait d'un air absolument terrifiant. Il montait vers moi sans en avoir l'air. Je n'étais plus capable du moindre geste. Son visage s'approchait, arborant un sourire carnassier. D'effroi, j'ouvris la bouche et je vis la sienne s'avancer, comme pour un baiser mortel. Puis, j'entendis des pas précipités et je fus ceinturé par derrière. Merci, Niels, pour cette lecture. Alors évidemment, après ces 4 premiers textes, on aurait envie que le public accueille par de chaleureux applaudissements ces 4 belles prestations. Ah bah écoute, attendez, j'ai peut-être une petite solution pour ça. Voilà, je me suis dit qu'un peu de... Ah mais cela étant dit, Madame Lorrain, vous attendiez peut-être énormément de monde en fait à la bibliothèque, non? Ah oui, plus que ça, oui, oui, d'accord, oui, excusez-moi. Ah, d'accord, ce serait plus ça. Ok, très bien. Alors justement, après ces 4 premières lectures, des remarques, Madame Puot, Madame Lorrain, sur ce que vous venez d'entendre, sans évidemment influencer les votes, mais voilà. Pour ma part, beaucoup de fierté de voir le travail qu'ils ont accompli tous les 8, bien qu'on en ait entendu 4 pour l'instant. Et très fière. Très bien. Mélina, un mot ? Oui, c'est vrai qu'on peut constater une évolution depuis le début de notre travail au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faudrait préciser aussi, qu'on n'a pas précisé depuis le début, c'est que les élèves ont choisi eux-mêmes leurs textes. Bien sûr. Les textes ne leur étaient pas du tout imposés, c'est eux qui ont choisi ces textes-là, et c'est d'autant plus... oui, c'est chouette. C'est à signaler, parce Oui. qu'évidemment, c'est déjà un choix de lecteur affirmé que de choisir son texte et de le présenter comme ça en public. Et bien maintenant, nous allons passer au deuxième groupe, à la classe de 4e D. Je vois Maëlle déjà prête et à se présenter et à nous dire le titre du texte qu'elle a choisi. Nous t'écoutons, Maëlle. Je m'appelle Maëlle, je vais vous lire un extrait de Cholkès les 3 coups d'Alexandre Ravelot. C'est le tout début. Parfois j'en rêve, souvent je pleure. Cette nuit encore, j'ai fait le même cauchemar horrible. J'étais toute seule plantée au milieu de la scène sans pouvoir ouvrir la bouche. Impossible de décoller mes lèvres pour chanter la moindre note.
En moins de 3 secondes, tous les gens se moquaient de moi. Je paniquais et les projecteurs s'éteignirent brusquement. En me réveillant, je suis tombée nez à nez avec Armstrong. Mon chat me regardait, les yeux encore pleins de sommeil. Je pense qu'il me connaît plutôt bien. Notre petit manège secret dure déjà depuis des mois. Alors qu'Olivia dort tranquillement en bas, il grimpe sur ma couette et vient frotter son visage contre le mien. Alors, je lui raconte mes secrets, et lui, il ronronne. Armstrong, demain, ce sera moi la star du show. Et pour de vrai cette fois-ci. Et si je n'y arrivais pas? Et si c'était un rêve prémonitoire? T'en penses quoi? Chuchotais-je sans vraiment attendre de réponse. Il y a un an, si on m'avait dit que je me retrouverais à Paris avec toi chez Tante Lise, tu t'en rends compte? Difficile à l'imaginer. Mais il y a un an, Charlotte, Adrien, Julie et toute la bande du théâtre, je ne les connaissais même pas. Showcase ne voulait rien dire du tout. Il y a un an, j'étais sûrement chez moi, encore vautrée dans le canapé à regarder Miss & Love, ma série préférée. Maman me suppliait sans doute pour la 1000e fois. Sors un peu, ma louloute. Va faire un tour. Profite du soleil. Et lâche ce chat. Il met des poils partout dans la maison. Je revois tout le temps cette scène en boucle dans ma tête. Maman, elle me prenait toujours pour son bébé. Elle n'avait jamais voulu voir que j'avais grandi et que j'étais au collège depuis 2 ans. Maman, pour tout comprendre, il faut commencer par elle. C'était donc il y a déjà 1 an. Maman est partie et ne reviendra jamais. Et parfois, j'en rêve encore. Souvent, je pleure. Merci, Maëlle. Maintenant, nous accueillons Tom. Je m'appelle Tom et je vais vous lire un extrait du livre Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Et on est au début du livre. Sur ces entrefaites, les compagnons d'armes de Whelan pénétrèrent dans les appartements royaux et s'immobilisèrent en apercevant leur chef à genoux devant la reine blessée. « Nous n'avons trouvé aucun, » commença Chloé. « Santo, aide-moi » la coupa Whelan d'un ton suppliant. Les chevaliers aux mains de guérisseurs accourut et s'agenouilla à ses côtés. Il jeta un rapide coup d'œil au poignard, puis se tourna vers Whelan. « Nous ne pouvons pas l'enlever sans la tuer, l'avertit Whelan, parce que la lame est enduite de poison. Est-ce que tu peux annuler les effets de cette potion maudite ?»« Elle a été concoctée par le sorcier lui-même, » murmura Fan, en fermant les yeux de lassitude. « Il n'y a rien que vous puissiez faire. Je vous en prie, laissez-moi seul avec le chevalier Whelan. Laissez-moi mourir avec dignité. » Santo guetta la réaction de son chef, dont le visage était ravagé par le doute et l'hésitation. Whelan hocha finalement la tête et Santo sauta sur ses pieds. Il se dirigea vers ses compagnons et les obligea à quitter la pièce, tout en refermant les portes derrière eux. Ils devaient brûler les corps afin de libérer leur âme. Lorsqu'ils se furent éloignés, la reine serra faiblement les mains de Whelan en posant sur lui un regard suppliant. « Je veux que vous me fassiez une promesse sur votre honneur de chevalier d'émeraude, » murmura-t-elle. « Je promettrai tout ce que vous voulez, Majesté. Je veux que vous protégiez ma fille et que vous ne dites à personne que son père n'est pas humain. Même Kira doit l'ignorer, tant qu'elle ne sera pas en âge d'assumer les conséquences de cette terrible vérité. » Whelan se mordit nerveusement la lèvre. Comment pourrait-il permettre à la sémence du mal de grandir même dans la forteresse du bien, sans même mettre en garde le roi ou le magicien ? Je vous donne ma parole d'honneur. Kira sera en sécurité dans le royaume d'émeraude, finit-il par déclarer. Vous me rendez infiniment heureuse, Whelan. Fan ferma lentement les yeux et ses doigts échappèrent à ceux du chevalier. Il les retint avec espoir, mais la vie avait quitté cet être magnifique. Il poussa un cri de douleur qui ébranla les fondations même du château de glace. Merci, Tom. Alors, nous poursuivons le concours de lecture à voix haute. Nous sommes donc maintenant avec Maë, qui représente la 4e D. Maë va lui-même se présenter et nous présenter le titre du texte qu'il a choisi lui-même de lire. Bonjour, je m'appelle Maë. J'ai choisi Les Clés de Babel. On est à peu près au tiers du livre et l'auteur c'est Karina Rosenfeld. Un soir, Loris ferma sa boutique plus tôt que d'habitude.
Il vint trouver l'Iram, qui se reposait après une balade dans le quartier, au cours de laquelle il avait épluché toutes les informations rédigées sur les murs, dans l'espoir de découvrir une annonce à propos d'un chat errant en vain. « L'Iram, prépare-toi, la voilà !» Le garçon sauta sur ses pieds, intrigué. De qui parlait le coiffeur? Quelques coups furent frappés à la porte. « C'est elle !» murmura-t-il ému. Loris se rendit dans le petit séjour, suivi d'un L'Iram curieux, et ouvrit la porte. Une jeune fille entra d'un pas vif. « Enfin !» s'écria-t-elle en posant ses poings sur ses hanches. « Pourquoi as-tu refusé de me voir toute cette semaine ?»« J'avais des choses à faire, Mayan. »« Plus importantes que moi ?»« Oh !» Elle venait d'apercevoir l'Iram, raide comme un piquet. « Qui est-ce » chuchota-t-elle comme s'il ne pouvait pas l'entendre. « Mayan, je te présente l'Iram. C'est le garçon qui est tombé du monde des aériens. L'Iram, approche, n'aie pas peur. Mayan est une gentille fille, même si elle a un joli petit caractère. » Timidement, l'Iram fit quelques pas et s'avança dans la lumière. « Salut » souffla-t-il à Mayan. « Salut » La jeune fille s'approcha de lui avec curiosité. « Alors, c'est toi, le grand secret de Loris ?» L'Iram hocha la tête. Il n'était pas à l'aise. À l'évidence, Loris et la jeune fille se connaissaient très bien. Et puis, dans son monde, il ne fréquentait pas tellement les jeunes de son âge. À ce moment, Mayan sursauta, troublée. Elle se tourna vers le coiffeur. « Loris, il a un... » Le géant sourit furtivement. Merci, Maë. Eh bien, nous approchons maintenant à la fin de notre concours. La dernière lectrice, the last but not the least, Laura, qui va se présenter et nous dire le titre de l'extrait qu'elle a choisi. Nous t'écoutons, Laura. Je m'appelle Laura et je vais vous lire un extrait du Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ophélie consulta l'horloge de l'ascenseur. Encore 10 minutes avant le clair de lune. Peut-être était-ce le soulagement de quitter sa prison dorée, mais elle n'éprouvait aucune appréhension. Elle se sentait même curieusement impatiente. L'inertie, l'attente, la vacuité de son existence au manoir, tout cela aurait fini par l'éteindre, peu à peu, jusqu'à la réduire en un tas de cendres le jour de son mariage. Ce soir, elle allait voir des visages inconnus, découvrir un nouvel endroit, en apprendre davantage sur les rouages de ce monde. Ce soir, elle ne serait plus la fille de l'attendant, mais un simple valet, anonyme parmi les anonymes. Cette livrée était le meilleur poste d'observation dont elle pouvait rêver. Elle avait la ferme intention de s'en servir au mieux. Elle regarderait sans être vue. Elle écouterait en restant muette. Peu importait ce que pensait Thorne. Ophélie avait l'intime conviction qu'il ne pouvait pas y avoir que des hypocrites, des corrompus et des meurtriers sur cette arche. Il existait forcément des gens dignes de confiance, à elle de savoir les repérer. Le manoir m'a changé, constata-t-elle en jouant des doigts dans ses gants neufs. Sur Anima, Ophélie ne s'intéressait qu'à son musée. Elle était devenue aujourd'hui, par la force des choses, plus curieuse des autres. Elle éprouvait le besoin de se chercher des points d'appui, des personnes honnêtes qui ne la trahiraient pas pour des rivalités de clans. Elle refusait de ne dépendre que de Thorne et de Béronilde. Ophélie voulait se forger sa propre opinion, faire ses choix personnels, exister par elle-même. Ce fut lorsqu'il ne resta plus que 3 minutes à l'horloge de l'ascenseur qu'un doute vint entacher ses belles résolutions. Merci, Laura. Eh bien, comme tout à l'heure pour la 4e A, j'imagine que le public a envie de laisser libre cours à son enthousiasme. Donc, voilà, je laisse les spectateurs virtuels apprécier à leur juste mesure les lectures que vous avez pu faire. Voilà, écoutez, la partie concours de cette émission est un peu terminée. Je vois que les corps, les visages se détendent, les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Bravo en tout cas pour vos lectures aux uns et aux autres. Je n'aimerais pas être à la place du jury parce que c'est un peu compliqué quand même tout ça. Mais ils ont leur grille de lecture, hein, si j'ai bien compris. Mélina, Madame Puot, voilà, vous avez évidemment orienté un peu le choix du jury. Orienté, pardon, non. Enfin, vous leur avez donné des outils pour qu'ils puissent... Voilà, des critères, voilà. Merci. Ils auront des critères, quelques critères pour les aider dans leur choix. On a retenu
les critères de l'articulation, de la fluidité de la lecture, et puis des émotions aussi qu'ils ont pu transmettre à travers leur lecture. Voilà, si je me trompe. C'est à peu près les critères qui sont. Voilà. Ce qu'on a oublié de préciser aussi peut-être tout à l'heure, c'est que les auditeurs pourront réécouter les lectures. S'ils n'ont pas eu le temps de les écouter en direct, ils pourront les réécouter quand même demain toute la journée et voter jusqu'à demain minuit. Voilà, donc effectivement, l'émission sera réécoutable sur la chaîne YouTube de la ville de Mortagne. Le vote se clôt le jeudi soir, mais évidemment, vous pourrez réécouter tout ça à loisir. Eh bien justement, la transition est merveilleuse. Merci Madame Lerin, parce que la première partie de notre émission est terminée, mais mon petit doigt me dit que cet appétit de lecture, illustré ici si brillamment par ces 8 collégiens et collégiennes, est peut-être le fruit d'une initiative portée au sein du collège Olivier Messiaen, justement par Madame Puot, et qui s'intitule, si mes renseignements sont bons, pause lecture. Alors, quid de cette pause lecture, Madame Puot? Alors, tout a commencé l'année dernière au collège. Donc, avec Madame Rosé, on a proposé tous les jeudis à 13h45. Le collège se mettait en suspens pendant 10 minutes, le temps de cette petite pause lecture. Les élèves, mais aussi les adultes de l'établissement qui le souhaitaient, s'installaient alors confortablement pour lire une BD, le journal, un roman. Certains enseignants proposaient même alors des lectures à voix haute en français et en anglais. Cette année, le protocole sanitaire strict ne permet plus une telle organisation. Cependant, cette petite bulle de lecture a été conservée par quelques enseignants. Elle se déroule dans les salles de classe pendant 10 minutes. Et je pense que élèves et adultes apprécient ces quelques instants de calme et d'évasion. Oui, ça, on en est intimement persuadé. Eh bien, justement, cette heureuse initiative que vous avez lancée, Madame Puot, au sein du collège, m'a soufflé l'idée suivante. Et si nous lisions, nous aussi, là, ensemble, avant de nous quitter, un texte à voix haute, une dizaine de minutes, pas plus, je rassure les auditeurs, ça ne va pas durer, ce sera plus rapide que l'Iliade et l'Odyssée. Je m'étais dit que ce serait quand même amusant. Oui, mais alors, amusant sans doute, mais quel texte lire? Et c'est là que je remerciais le hasard. Puisque figurez-vous que l'autre jour, me promenant sur les trottoirs de la ville, il m'est arrivé une tuile. Mais une vraie tuile, tombée de la toiture et reçue sur la tête. Ah bah oui, ça fait mal, oui, une tuile. Et puis une fois le choc et la douleur passée, je m'aperçois qu'en fait ce n'est pas une tuile. Enfin si, c'est une tuile parce que ça fait quand même mal et que j'aurais pu me retrouver aux urgences. Mais en fait, ce n'est pas une tuile enfin si, c'est une tuile. Mais enfin non, puisqu'en fait c'est un livre tombé du toit, un recueil de nouvelles, à chute sans doute, que j'ai reçu sur la tête, intitulé Naufrage de Miguel Bonnefoy, édité aux éditions du Rivage Poche. Alors j'ouvre le livre, page 51, et je lis le titre « La maison et le voleur ». Quand le voleur entra dans la maison, il fut saisi par une tiédeur. D'abord une odeur de crayon de couleur, comme un parfum de fleurs et de lait. Dans un coin, des valses de poussière dans un rayon de lune, dans un autre, une poudre de lune sur un fil de poussière. Au mur, les fenêtres, avec leurs yeux ouverts comme des gardiens, étaient couvertes de buée. On ne voyait rien à travers. Au centre du salon, la vapeur des vitres dessinait un tapis blanc. C'était un carré de lumière aveuglant. Personne ne pouvait le distinguer de l'extérieur. Sur le canapé, un chat aveugle faisait semblant de veiller. Le voleur le caressa, la maison ronronna.
Les lattes du parquet semblèrent s'écarter pour laisser passer les doigts entre les oreilles. Le voleur leva les yeux et fit un tour de maison, les tableaux au mur, les sculptures, les bibelots. Il y avait de la vaisselle fine sur les étagères. En quelques regards, le voleur résuma 6 draps brodés de fil d'or, de l'argenterie et une cassette d'héritage dans le garde-manger, garnie d'arabesques, sans serrure ni clé. Il monta au premier. Dans le boudoir de madame, il plongea quelques bijoux au fond de sa poche. Au chevet de monsieur, une montre, peut-être en or. Dans une pièce commune, une petite boîte en fer blanc, tendrement cabossée, enfermant des trésors de famille. À l'intérieur, des tablettes d'argent aux généalogies compliquées, des breloques avec des chaînettes de cuivre et quelques pièces portant, avec le profil d'un roi, l'histoire d'une paysanne qui ne fut reine qu'une nuit. Mais soudain, un bruit de porte, un bruit de serrure. Le chat aveugle tourna la tête. Les lattes se blottirent. La maison s'emplit d'un bruit de gare. Les tableaux se figèrent Les fenêtres fermèrent les yeux. et l'escalier replia ses marches. Le voleur comprit. Rapidement, Il cherchait un endroit où se cacher. en haut, à la robe de la toiture, Une lucarne était mal fermée. il arriva sur le toit. Dans la maison, les lumières s'allumèrent. Sous lui, on se mit à parler. On commença à cuisiner. Le voleur resta immobile, Il tremblait de froid. mais n'osait pas bouger. Les odeurs montaient. Les lumières se répondaient, On ouvrait des bouteilles. et lui, retenant son souffle, Semblait respirer par les ramifications du toit. les arbres se couvrirent avec ce qu'il leur restait de branches. Les oiseaux ne sifflaient pas. La lune était grise, Il faudra passer la nuit ici. pensa-t-il. Et il décida de s'asseoir. Quand le voleur posa sa première main sur le toit, il fut saisi par une tiédeur. Les tuiles étaient chaudes, attiédies, en velours, molles au toucher. Le voleur s'allongea. La froideur de l'hiver était devenue une couverture. Les étoiles se comptaient aux doigts. Il observa une dernière fois cette obscurité de crime et s'endormit. Au réveil, orange, rayon de soleil, une brise de matin café. Le voleur ouvrit les bras, bâilla à sa guise, traîna un peu entre les tuiles, peinant à se lever. Décoiffé, il observa une voiture partir et comprit que la maison était vide. Il trouva la lucarne et descendit. Dans la maison, rien n'avait changé. Il la respira longuement. Puis, en entrant dans la chambre, il remarqua que le lit était défait. Dans la cuisine, la vaisselle n'était pas faite. Il releva ses manches et fit le lit en quelques gestes. Puis la vaisselle. Il n'avait pas vu une petite chambre au fond du couloir. Il la visita, classa des livres qui étaient en désordre, en garda même un sous l'aisselle pour le parcourir au déjeuner. Il mangea en regardant le chat. Il ne s'était pas servi des vivres de la maison. Il avait dans sa poche un morceau de pain dur et une pistache de beurre. Il emprunta simplement un couteau. Au premier étage, le voleur remit les bijoux de madame au boudoir. Au chevet, la montre de monsieur, puis les trésors de famille dans la pièce commune. Il eut l'idée de passer l'aspirateur, mais cela ferait trop de bruit. Il songea aux voisins. Au soir, bleu, il avait parcouru toute la maison, avait fait le tour des choses. Il emprunta un vieux coussin, se donna le temps de choisir un livre et, en quelques gestes habitués, il remonta sur le toit, sifflotant un air, pour se réfugier sur les tuiles. Sous lui, la maison, Les lumières, les odeurs, les rires, sur lui, la nuit, l'hiver, les étoiles, entre les deux, les tuiles,
tiède, chaude, satinée, les tuiles, brûlante de sommeil. et ainsi pendant toute la nuit. Le jour, le voleur vivait dans la maison. La nuit, il dormait sur les tuiles. C'était un hôte silencieux et fidèle. Il aimait la maison d'une manière primitive, instinctive. En 2 jours, il avait arrangé la gouttière bouchée par une balle de tennis coincée au niveau de la gargouille. Monsieur s'en félicita devant madame. Il lui dit qu'enfin il avait réglé le problème, que ce n'était qu'un fouillis d'automne dans le mur gouttereau. Mais au fond de lui, il se savait coupable, et il remercia le hasard. Le lendemain, le buisson de menthe de l'entrée, menthe toute coupée, fraîche, arrosée et parfumée. Madame s'en félicita. Elle dit à monsieur que c'était la saison d'été et qu'il fallait de la menthe soignée. Monsieur l'embrassa. Mais au fond d'elle, elle se savait coupable, et elle remercia le hasard. Le voleur prit les mauvaises habitudes de l'honnêteté. Il ne volait désormais plus que des livres et des caresses au chat. Il volait aussi les journées vides des hommes complets, les moments de quiétude, les murs solides qui, comme les toits de chaume, ne s'envolent pas de malheur en malheur. Il vola la constance, la sécurité, le son des planches qui craquent de tiédeur, l'odeur des meubles et le regard des fenêtres. Il vola à tour de nez le parfum que laissait madame le matin dans la salle de bain, l'élégance de monsieur qui restait imprimée au miroir. Il volait les escaliers qui montent et les tristesses qui descendent. Les journées lentes qui filaient de livre en livre, de pensée en pensée, qui ordonnaient ces douceurs parallèles et superposées, comme des écailles de poisson, qui couvraient son cœur voleur d'un chapeau d'hiver, d'un velours de tuiles, et le soir, sur son vieux coussin, enveloppé dans sa vieille couverture, le voleur s'allongeait, le visage reposé, lisait jusqu'à s'endormir, et quand le sommeil le frappait, alors il éteignait sa bougie et se tournait vers la lune. Le ciel, noir, sans étoiles, sans témoin, la maison dort. Soudain, un bruit de fil de fer, Des petits pas de souris, un glissement félin et un masque de théâtre. une silhouette dans le jardin. Le voleur se réveilla. Il connaissait ses pas. Il connaissait ce silence. Il connaissait cette respiration absente. En quelques secondes, il comprit. Un voleur venait d'entrer dans la maison. Il se leva sans bruit. Trouva la lucarne et se faufila comme s'il était une goutte de pluie. Il tendit l'oreille. L'autre était en train de caresser le chat. L'autre regardait les étagères. L'autre avait vu la cassette d'héritage. Les fenêtres étaient couvertes de buée. Les rayons de poussière faisaient valser de petites lunes. Le voleur descendit les escaliers, fantomatique. Le silence était parfait, immobile. Un silence qui n'était interrompu que par les ronflements de monsieur et de madame. L'autre ne s'était pas rendu compte de sa présence. Et en 2 sauts sourds, le voleur se trouva à quelques centimètres de lui. Il était sur le point de l'attraper quand soudain, le téléphone sonna. Les 2 sursautèrent. L'autre se retourna et vit le voleur. Le voleur ouvrit de grands yeux pour faire peur. Le téléphone continuait de sonner. Ils restèrent immobiles, l'un devant l'autre. Ils se regardaient. Les fenêtres regardaient. Le chat aveugle regardait aussi. Le téléphone sonnait toujours. Une lumière s'alluma au premier. La voix de monsieur endormi. « Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Non. Quelle heure est-il? Oui, oui. Ah, vous êtes la dame de la maison rouge, enfin. Oui, vous dites un voleur? Chez moi? Qui vient d'entrer? » Le voleur sourit. « Tu es pris, mon vieux, lui dit-il. Quel amateur tu fais! » L'autre essaya de s'échapper. Le voleur le retint. Il y eut un combat. On entendit des chaises retourner, des meubles bouger. Mais monsieur était descendu, armé d'une barre de fer. Il alluma les lumières.
Le voleur se retourna. « Ne vous inquiétez pas, lança-t-il, il est à nous. » Mais monsieur, endormi et apeuré, frappa le voleur. L'autre en profita pour s'échapper. Quand le voleur eut les menottes au poignet, il fut saisi par une tiédeur. Pour la première fois, il passa la porte principale. Pour la première fois, il franchit la grille d'entrée. Il se tourna une dernière fois vers la maison, considéra une dernière fois le toit, pensa aux tuiles chaudes, puis fut poussé dans le fourgon. Monsieur et madame fermèrent la porte à plusieurs tours. Dans la maison, les lumières se sont éteintes. Dans la maison, une odeur de crayon de couleur. Les fenêtres ont fermé leurs yeux, les lattes du parquet se sont resserrées, le chat aveugle sur le canapé a posé sa tête sur ses pattes tuilées. Il ronronne, et la maison ronronne avec lui. La vaisselle sur les étagères n'a pas bougé, sur le toit les poussières et les lunes semblent valser ensemble. Éparpillées sur les tuiles, une pile de livres s'endort avec l'hiver dehors, et d'autres toits s'endorment avec d'autres voleurs, dans la nuit fugitive et révoltée, dehors, dans l'hiver rouge des maisons. Et c'est donc sur ces derniers mots, tirés de la nouvelle « La maison et le voleur » de Miguel Bonnefoy, que s'achève notre rendez-vous autour de la lecture à voix haute. Rendez-vous, ma foi, très agréable. Cette lecture à plusieurs voix était très agréable à faire. J'espère qu'il en a été pour vous, chers auditeurs et auditrices de Yeuz Radio. Alors, avant de se quitter, de remercier tout le monde, Mélina, peut-être nous redire les points importants, comment voter, jusqu'à quand, où est-ce qu'on peut réécouter tout ça. Merci Mélina pour ces précisions ultimes. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas à voter via le lien qui sera sur les différents sites que nous avons cités tout à l'heure, sur le site de la mairie de Mortagne-sur-Sèvre, sur la page Facebook, sur le site du collège. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien, vous avez les noms des différents élèves qui apparaissent et vous allez cocher 2 élèves, un de la classe de 4e A, un de la classe de 4e D. Et puis voilà, vous aurez les résultats vendredi. Vous avez jusqu'à demain, jeudi minuit, pour pouvoir voter. Voilà, n'hésitez pas à réécouter les textes des élèves. Voilà, donc tout ça est réécoutable à partir de tout bientôt sur la chaîne YouTube de la ville de Mortagne. Merci Mélina. Alors je tenais aussi à remercier pour leur accueil et leur organisation l'équipe du Piment, Didier Maillet, le régisseur technique qui s'est faufilé ici ou là entre les micros pour faire les réglages, Nathalie Brosset, la directrice du service culturel, et évidemment les élus de la ville de Mortagne, Mélina Lerin, donc la responsable de la bibliothèque. Merci également aux membres du jury qui, à distance, vont œuvrer pour choisir le ou la meilleure lectrice. Merci également à Mesdames Puot et Rosé du collège Olivier Messiaen pour leur implication et pour leur énergie mise au service de la lecture. Et bien évidemment, vous remerciez, vous, chers lecteurs et lectrices de 4e, vous êtes fort bien débrouillés, ma foi. Donc merci Aude, Mexan, Valentin, Nils, Maël, Tom, Maë et Laura. Alors, évidemment, je souhaite bon vent aux 2 candidats sélectionnés, en espérant vous retrouver sur le plateau de la Grande Librairie. Vous saluerez François Bunuel de ma part. Donc, les résultats seront bientôt disponibles, comme nous l'a dit Mélina. Et donc, vous remerciez, vous, chers auditeurs et auditrices de Yeuz Radio, pour votre attention et votre participation active. À très bientôt sur Yeuz Radio.